Très bien. Alors bonjour à tous. Déjà, merci d'être là si tard. Il y a moins de monde, hein. Il y en a plein qui ont pris leur train pour être chez eux à 20 heures, etc. Vous avez fait l'effort, donc merci. Et vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Ça va être très très bien. Parce qu'aujourd'hui, on va voir ensemble comment ne jamais être à court de chaussettes propres. Voilà, on va faire notre petite lessive ensemble. Alors allons-y. Déjà, qui d'entre vous a déjà fait une machine ici? Ah, hein, bon, ok, je dirais pas. Donc vous voyez à peu près de quoi je parle pour les une ou deux qui n'ont pas levé la main. Alors grosso modo, tout commence simplement, hein. On a du linge sale, donc étape 1, on met le linge dans la machine. Jusqu'ici, rien de compliqué. Ok. Et puis la machine, elle fait son boulot. Ça tourne, elle lave les vêtements, et donc le linge, il sort tout propre. Donc étape 2, on sort le linge de la machine, et on le met dans le panier pour aller l'étendre. Vous me voyez peut-être venir. Étape 3, le tankerville, alias le démon du linge. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors comme ça, hein, sans linge, il semble inoffensif, mais dès qu'on lui donne du linge, il révèle sa vraie nature. Hein. Nature qui consiste à créer le chaos. En effet, on a tous un tankerville chez soi, avec du linge sec dessus, qu'on déplace, qu'on contourne, sur lequel on prend un peu de vêtements, sur lequel on va remettre des vêtements. Je sais que vous voyez de quoi je parle. Moi perso, j'en ai un qui m'attend à Lyon, là, maintenant, pour être transparent avec vous. Bref, ok. Donc, étape 4, on a de nouveau du linge sale, potentiellement qu'on a pris sur le tankerville, bien entendu. Donc, on lance une deuxième machine. Étape 5, le linge devient propre. Donc, on sort le linge, on le met dans le panier, direction étendage. Sauf que une partie de notre dernière machine, elle est déjà sur le tankerville. Donc, étape 6, c'est poser le nouveau linge par-dessus l'ancien linge. Donc les trucs ils commencent à se mélanger, le linge mouillé commence à mouiller le linge sec, pardon. On n'a plus de place, les vêtements ils glissent, ils tombent par terre. Ça devient, bref, infernal. Donc si vous avez un peu compris ce dont je parle et que vous êtes reconnu, vous ressemblez certainement à ça, la plupart du temps. Vous êtes complètement submergé par tout ce linge. Au début, on pensait que tout était sous contrôle, hein, mais maintenant, c'est impossible de distinguer le linge frais du linge sec de celui qu'on vient de fraîchement laver, sauf en le touchant, sauf que tout le linge est humide, quoi. Et puis chaque fois qu'on va en ajouter, ça va être de plus en plus ingérable. Alors, la personne que vous voyez ici, pour être honnête, c'est très souvent moi. Donc, je vais en profiter pour me présenter. Du coup, rebonjour à tous. Je m'appelle Mathias Sarlot. Je ne suis pas très très fort en gestion de linge, mais au demeurant, je suis un dev PHP, basé à Lyon, à Croix-Rousse même, c'est important. Je fais partie de la Core Team Symfony, je contribue beaucoup à l'écosystème PHP, API Platform, Symfony, ce genre de choses. J'ai aussi cofondé, il y a de ça un peu moins de 2 ans, l'entreprise Backslash avec Robin Chalas, un autre membre de la Core Team. On fait beaucoup de conseils, d'études d'architecture, de formation, d'expertise autour de Symfony API Platform. Du coup, si vous avez des besoins en termes de dev ou en termes d'expertise, n'hésitez pas à nous contacter. Franchement, on bosse super bien. Alors, regardez cette image. Ça doit vous rappeler quelque chose. Déjà, je suis sûr que ça rappelle les logs de certains d'entre vous. Mais ça rappelle aussi un petit peu le tankerville qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez du coup la super métaphore. En effet, hein, les dépréciations dans votre code, ça suit le même principe. Ils vont s'accumuler petit à petit. Au début, on dit c'est pas grave, tout est sous contrôle, j'en ai un ou deux, mais on se retrouve très vite submergé. Et donc, comme pour le linge, si on s'en occupe pas régulièrement, ça va devenir rapidement le chaos. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment anticiper, s'organiser et gérer le chaos des dépréciations. Et si vous suivez les principes que je vais essayer de vous instruire aujourd'hui, vous aurez un code propre, à jour, et vous n'aurez plus jamais peur de monter de version de Symfony en l'occurrence. Bref, je vais vous apprendre à devenir un super-héros du linge, et par la même occasion, des dépréciations. Alors, vous êtes tous un peu endormis, donc on va se réveiller avec un petit quiz. Selon vous, donc vous allez lever la main pour répondre, c'est quoi une dépréciation? Alors, qui pense qu'une dépréciation, c'est un bug? Qui pense qu'une dépréciation, c'est une feature? Ok. Qui pense qu'une dépréciation, c'est une option? Et qui pense qu'une dépréciation, c'est D? La réponse D. Évidemment, j'en étais sûr. Bon, c'est pas la réponse D, même si j'aurais bien aimé, mais en fait, une dépréciation, voilà, c'est souvent lié à l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité, d'accord? Et d'ailleurs, dans Symfony, souvent, on catégorise un peu les types de contributions. On va avoir des contributions mineures, des contributions de bug fix et des contributions de features. Et on classe l'introduction de dépréciation, notamment comme une feature. Voilà. Donc, c'est non seulement une feature, mais ce n'est pas tout.
Une dépréciation, c'est aussi une lettre envoyée de la part des mainteneurs de Symfony aux développeurs qui l'utilisent. Qui dit, en gros je vais le traduire, hein, cher Symfony développeur, on va pas tout péter tout de suite, ça va arriver, hein, mais on te donne un petit warning te disant attention ça va arriver, et voilà, pour que tu aies le temps de te préparer. Donc le but ici, hein, c'est de donner un signal clair et anticipé pour que vous puissiez faire évoluer votre propre code, pour que dans un second temps, Symfony puisse évoluer lui-même. Vous allez voir, on va y revenir un petit peu plus tard. Et donc, comme pour le temps Carville, on ne veut pas que vous soyez submergé, et donc on vous prévient quand il y a une nouvelle machine qui arrive, comme ça vous avez le temps de ranger votre linge, enfin votre code, enfin ce que vous voulez, vous le rangez avant que ça arrive, quoi. Ok, alors pourquoi on déprécie? C'est une bonne question ça. En vrai, c'est quelque chose de contraignant pour les mainteneurs, pour les développeurs et développeuses, bref, pourquoi on fait ça? Alors, je vais vous donner un exemple. Voici l'ancienne manière de gérer les types dans Symfony, comment ils étaient représentés. Avant, on utilisait le composant property_info. Seulement, bah voilà. Donc pour définir un type, on donnait un tableau de type avec un seul type dedans qui était de type int. Une liste de booléens, c'était un tableau avec un type qui était voilà, de type array, qui était une collection, qui avait comme clé un int, une valeur un bool. Les unions, on mettait un tableau avec plusieurs types dedans. Les intersections, on mettait un tableau avec plusieurs types dedans aussi. Ça fonctionne, hein. Mais vous voyez que c'est non seulement lourd, et c'est aussi verbeux. Et qui plus est, il y a des choses qui sont impossibles. Si vous vous concentrez sur union et intersection, vous remarquerez que c'est exactement la même chose. Alors, c'est pas parce que property_info a mal fait son travail, c'est plus que property_info est sorti avant l'introduction des intersections. Donc voilà, aujourd'hui, avec property_info, on est incapable de distinguer une union d'une intersection. Et c'est ça qui a motivé donc la communauté Symfony à introduire un nouveau composant, qui est le composant type_info. Et là, on voit tout de suite que c'est beaucoup plus clair, hein. Un int, on fait 2.2.int. Une liste de booles, 2.2.list, et dans les paramètres, 2.2.bool. Et on a une manière de déclarer une union et une manière de déclarer une intersection. Donc tout ça, ça devient beaucoup plus propre, beaucoup moins verbeux, et on sait distinguer l'union de l'intersection. L'objectif de la dépréciation dans tout ça, eh ben, c'est justement de faire évoluer votre code qui utilise property_info vers un code qui utilise type_info, sans casser immédiatement, bien entendu, en expliquant comment migrer. Ok, alors, on est parti. Comment se matérialise une dépréciation dans Symfony? Normalement, ça ne devrait pas être trop nouveau pour vous. Une dépréciation, ça se matérialise en tant que log. Et ce log, c'est un signal explicite qui dit que bah voilà, quelque chose dans votre code doit évoluer. En l'occurrence, là, on dit ouais, la classe de property_info type, ben, elle est dépréciée, utilise plutôt celle du composant type_info. Et c'est ces fameux logs, hein, qui s'accumulent si vous ne les traitez pas. Et c'est là que si on se comporte comme moi avec le linge, ça va déborder, c'est certain. Si vous utilisez le profiler, vous pouvez aussi voir directement la liste des dépréciations dans le panel logger. Voilà. Et ça, c'est cool parce que ça permet non seulement de les centraliser, mais de repérer aussi facilement quelle partie de votre code est concernée. En fait, si on clique sur Show Trace, ici, il va nous donner la trace de là où en fait, la dépréciation a été lancée. Donc c'est plutôt intéressant et plutôt facile à débugger. Sans fouiller dans les logs, bien entendu. Ok, donc on sait comment elle se matérialise. Donc on peut se demander concrètement, en vrai, on est curieux, on est des développeurs et développeuses, on se dit concrètement comment ça marche en termes de code. Comment Symfony est capable de faire ça? Nous envoyer des petits messages de log pour dire ouais, fais plus ça, etc. Donc je vous propose d'aller voir rapidement sous le capot, en vulgarisant un petit peu, et donc d'ouvrir ce fameux dossier vendor. Alors, quand on ouvre le dossier vendor, on tombe là-dessus. D'accord? Donc là, c'est la classe type du composant property_info. Et ici, on voit qu'au-dessus de la classe, il y a une petite fonction, trigger deprecation, qui a donc le nom du paquet, la version, et voilà, un message explicite qui dit ouais, telle classe est dépréciée, utilise plutôt l'autre. Et c'est littéralement ici le point de départ de nos dépréciations. Et chaque fois que l'exécution du code va passer ici, bah, Symfony va envoyer un signal disant attention, ce bout de code il ne va pas vivre éternellement, il y a quelque chose qui va changer. Okay. Alors qu'est-ce que ça fait vraiment trigger deprecation? Pour ça, il suffit d'aller regarder dans le paquet deprecation contract, d'accord? Et on voit que ça fait pas grand-chose en fait. Hein. C'est juste un joli emballage, une nouvelle méthode, une fonction, pardon, autour de la fonction native trigger error. Donc trigger error, c'est une fonction native de PHP qui permet de lancer une erreur. Avec le niveau d'erreur user deprecated, qui est aussi un niveau natif de PHP. Et là, comme ça, c'est comme si Symfony donnait naissance à une petite créature, okay, et à partir de maintenant, cette créature sera notre dépréciation. Okay. Alors, cette créature, elle ne reste pas cachée au fond de notre application, elle commence à grimper, elle fait de l'escalade, en plus c'est à la mode, et elle remonte, et elle suit la pile d'appels, d'accord, pour remonter en haut de notre application.
ok. Et quand elle arrive tout en haut de la pile d'appel, elle est attendue par ce qu'on appelle le error handler. Alors, le error handler, on peut le voir comme le gardien des dépréciations. Ok. En fait, c'est lui qui va intercepter ces petites créatures pour éviter qu'elles se perdent, qu'elles disparaissent ou qu'elles cassent tout dans notre application. Ok. Alors, en termes de code, j'ai ultra simplifié, mais comme ça, vous avez l'idée, parce qu'il fait beaucoup plus de choses. Si vous êtes curieux, allez voir, c'est solide. Donc, le composant error handler, il a une classe error handler qui enregistre un error handler. Ça fait beaucoup. Et en fait, voilà, pour ça, il appelle la méthode setErrorHandler qui permet de définir comment on doit se comporter quand il y a une erreur. Okay. Et en l'occurrence, ici, en fait, il va intercepter les erreurs de type user-deprecated et il va les convertir en exception, silenced error context. C'est un nom un petit peu cryptique, mais bon, peu importe. Et ensuite, il va les ranger quelque part et les loguer dans un logger, enfin avec un logger relatif aux dépréciations, okay, pour qu'on puisse les utiliser ailleurs. Donc en gros, il centralise et il transforme nos trigger error ou nos trigger deprecation en quelque chose de compréhensible et exploitable. Okay, donc ça, c'est un peu vraiment, c'est un truc normalement vous le verrez jamais, à part dans cette conf, profitez-en. Mais ça fait beaucoup le error handler pour vous et ça fait beaucoup de magie. Alors, maintenant qu'on sait comment une dépréciation elle naît et elle vit, il est temps de voir comment la faire disparaître. Okay, et donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire le fichier upgrade.md. En effet, chaque version de Symfony vient avec un fichier upgrade.md, upgrade-x.y.md. Là, on voit par exemple le upgrade 7.2.md. Qu'est-ce qu'on va trouver dedans ? En fait, on va y trouver la liste de tout ce qui est déprécié, d'accord ? Et qu'est-ce qu'il faut faire à la place ? Voilà. Et de temps en temps, voire même très souvent, des exemples avant-après. En gros, c'est le guide de migration officiel. Si tu veux passer en 7.2, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Et si on les suit un à un, voilà 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, on sait comment faire évoluer notre code jusqu'au point d'arrivée. Donc là, ici, en l'occurrence, on voit que tagged est déprécié, utilisons tag d'itérator à la place. Et il nous donne un petit exemple. Alors allons-y, on suit upgrade.md, hop, on remplace tagged par tag d'itérator, et voilà, plus de petites créatures, on a gagné. Alors, bien entendu, il n'y a jamais qu'une seule dépréciation, ou alors c'est que vous êtes en train de faire un Hello World, et du coup, vous tuez une mouche avec un bazooka. Dans une application réelle, en vrai, il y en a beaucoup plus. Et donc, on va voir comment on isole, d'accord ? Comment on peut isoler, collecter et corriger ces dépréciations de manière organisée. Alors, première étape, c'est donc, bien entendu, d'isoler ces petites créatures. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rediriger les logs des dépréciations vers leur propre fichier, leur fichier dédié. Comme ça, les dépréciations, elles ne vont plus faire de bruit dans nos logs applicatifs, et on aura aussi les dépréciations de manière centralisée, et on pourra les observer facilement. Alors avec Monologue, c'est super facile. Donc on l'a vu, le composant error handler de Symfony, il va les loguer en utilisant un deprecation handler. Et en fait, celui-ci, ce qu'il va faire, c'est qu'il va loguer via le canal deprecation. Donc nous, en fait, on a juste à bidouiller un peu nos handlers monologues pour faire ça. Donc ce qu'on va faire dans le handler main, on va dire prends tout sauf les deprecation. Je ne veux pas être pollué par les deprecation. Et on peut faire un nouvel handler, deprecation, qui lui prend exclusivement les deprecation. Et donc, par exemple, on le loguerait dans le fichier deprecations.log. Ok ? Plutôt simple. Bon, après, on boit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cafés, et on se base sur le upgrade.md, et on applique toutes les modifications requises. Voilà, on bosse, et on est content. Donc ça peut être fastidieux, je l'entends, mais sachez que côté contribution, on essaye de penser pour que ça reste le plus simple possible pour vous, qu'il y ait le moins de choses à faire, tout en se permettant de faire certaines choses. Ok, donc finalement, grâce à ce travail acharné, on va pouvoir passer de ça à ça. Félicitations, votre Tankerville est vide, vous pouvez désormais réinviter des amis chez vous. C'est top. Ok, bref, une fois qu'on a commencé à corriger les dépréciations, on peut se demander, en fait, comment être sûr qu'on les a toutes traitées ? Comment être sûr qu'on n'en ait pas oublié une par-ci, une par-là, et qu'il n'y en ait pas une ou deux qui soient cachées ? Alors, pour ça, il suffit d'interagir avec notre application de manière intensive. On va cliquer de partout, on va exécuter toutes les fonctionnalités, on va cliquer comme un fou. Voilà, on est le meilleur QA du monde. Et une fois qu'on a fait ça, on peut ensuite vérifier si le fichier de log prévu à la centralisation de nos dépréciations
est vide. D'accord ? Donc, par exemple, on pourrait se servir de cette commande qui, en gros, compte le nombre de lignes de deprecation et qui vérifie que c'est 0. Si on en a 0, bah, c'est cool, on a parcouru toute notre application, on a 0 deprecation. Seulement, tester à la main, c'est fatigant. Vous risquez de ressembler à ça après 1 ou 2 tours de test. Et surtout, c'est pas fiable, hein, parce que vu qu'on est fatigué, on a la flemme, et donc on va prendre des raccourcis, on va oublier des choses, et puis parce que c'est vendredi soir, ce genre de choses. Bref, ne faisons pas ça. Alors, justement, on est en 2025, c'est trop cool, et en 2025, la solution évidente, c'est de demander à un robot de le faire pour nous. Ok ? Et ces robots, ben, ce seront PHP Unit et son acolyte, le PHP Unit Bridge. Alors, j'imagine et j'espère que tout le monde teste de manière automatisée ses applications. J'ai entendu pas mal de oui, mais j'aimerais quand même bien que ceux qui ne le font pas lèvent la main. D'accord. Si vous en avez marre de lever la main, il suffit d'écrire des tests. Hein. C'est pas compliqué, ça vous aidera. Vous allez voir que c'est important. Ok, donc pour ceux qui ne connaissent pas le PHP Unit Bridge, en fait, c'est un paquet Symfony qui améliore un petit peu PHP Unit. Il va rajouter des choses au niveau des DNS, au niveau d'une clock, au niveau de plein de choses. Et une des choses qu'il améliore, c'est aussi au niveau des dépréciations. D'accord ? Et donc, le PHP Unit Bridge, il vient lui aussi avec son propre error handler, le Deprecation Error Handler. Et lui, ce qu'il fait, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas très important, mais en gros, il intercepte aussi et il stocke les dépréciations pendant l'exécution de nos tests automatisés. Et donc, grâce à ça, ça nous permet de configurer l'exécution de nos tests avec une variable d'environnement qui s'appelle Symfony Deprecation Handler pour que nos tests échouent directement s'il y a, entre guillemets, si ça ne correspond pas au nombre de deprecations qu'on s'autorise. Et comme ça, ben, on sait immédiatement qu'il va falloir corriger quelque chose si, avant de passer à la version suivante. Donc là, en l'occurrence, la valeur, c'est max direct 0. Ça peut vous paraître un petit peu cryptique, on va détailler un petit peu tout ça. En vrai, on peut passer plusieurs choses à cette variable d'environnement, qui permet d'avoir un contrôle très fin sur les dépréciations. Alors, max direct 0, direct, ça veut dire quoi ? En fait, c'est pour cibler les dépréciations directes, celles qui sont activées par votre code. D'accord ? C'est grosso modo celle que vous allez voir dans la vie de tous les jours. Hein. Vous utilisez une fonction dépréciée de Symfony, ça va être une dépréciation directe. Self, maintenant, ce sont pour les dépréciations qui sont activées et créées par votre code. Si dans votre code, vous décidez d'écrire trigger deprecation et que vous l'activez ailleurs dans votre code, c'est ça les deprecation self. Et les dépréciations indirectes, ce sont les dépréciations qui sont activées par vos dépendances, par ce qui se trouve dans vos vendors. Donc là, vous n'avez pas trop la main, si ce n'est augmenter la version du paquet et espérer que ce soit plus déprécié. Alors 0, grosso modo, ça représente la taille de la panière à linge. Hein. Et on peut dire, je veux 0 self-deprecation, mais j'en autorise 10 direct et puis 100 indirect. C'est à vous de mixer un petit peu et de gérer un petit peu cette granularité pour prioriser vos corrections comme bon vous semble. Alors, depuis peu, PHP Unit gère nativement maintenant ces dépréciations. Et donc c'est rigolo, mais non, il y a des choses plus drôles, mais c'est pas mal drôle quand même. PHP Unit est en train de s'auto-déprécier. Un comble, n'est-ce pas ? Et donc pour lancer les tests maintenant, il suffit de lancer vendor bin PHP Unit avec fail on deprecation. Alors, quand j'ai fait mes recherches dans ce talk, je me suis dit mince, du coup, on perd cette granularité. Sur les self, les directs et les indirects. Mais j'ai discuté un peu avec Antoine et Nicolas qui m'ont dit que non, j'avais RTFM quoi, et qu'il y avait possibilité de le faire, je crois, mais que c'est un petit peu caché quand même. Alors, dernière étape, maintenant qu'on a nos tests automatisés, on va automatiser tout ça dans notre CI. Et là, grâce à des tests qui vont être deprecation free, si vous voulez, on peut tout à fait bloquer un merge si jamais il y a des dépréciations, ou même on pourrait aller plus loin et on pourrait penser à appeler un webhook qui viendrait créer un ticket Jira ou ce genre de choses en disant « Hey, traite-moi ces dépréciations ». Et grâce à ça, on a toutes nos dépréciations qui seront enfin sous contrôle. Alors, petite parenthèse, c'est vraiment important de saisir le fait que les dépréciations, elles sont déclenchées au runtime. Ça veut dire que la dépréciation, elle est créée et donc détectable seulement à l'appel de trigger deprecation. Okay, et c'est donc pour ça, et je refocus ceux qui ont levé la main, que la couverture des tests et les tests automatisés, c'est crucial. Sans quoi, elles seront indétectables à part en production. En revanche, vous le savez, c'est difficile d'avoir 100% de couverture de tests, et c'est difficile surtout d'avoir une couverture à 100% qui est efficace, et donc difficile
d'être sûr qu'on a tout traité. Et du coup, en préparant ce talk et mon atelier que j'ai donné hier à propos de PHP Stan, ceux qui étaient doivent peut-être se dire qu'il y a quelque chose à faire. Bah ouais, on peut se demander, et si on pouvait détecter les dépréciations sans même exécuter notre code? En vrai, on pourrait. Et ouais, en vrai, on pourrait créer une extension PHP Stan, d'accord, qui analyse notre code de manière statique pour rechercher s'il y a des triggers deprecation qui sont appelés à un moment donné, de manière statique. Et ça permettrait de détecter certaines dépréciations avant même d'exécuter notre code. Et du coup, ça viendrait compléter la stratégie classique de test et d'inspection des logs, par exemple. Bon alors, vous vous doutez que c'est pas si facile, sinon j'aurais annoncé cette extension en grande pompe aujourd'hui. Il y a 2-3 bloqueurs, mais je pense travailler un petit peu là-dessus. Et si ça vous inspire, n'hésitez pas à me contacter. Franchement, je prendrai de l'aide avec plaisir. Voilà. On peut rechercher un peu là-dessus. Peut-être que ça vaut juste pas le coup, mais ça vaut le coup, en tout cas, de se poser la question. Voilà. Alors, nouvelle catégorie. Comment maintenant s'organiser pour que le fait de gérer nos dépréciations ne devienne jamais un cauchemar? Donc là, on va parler un peu plus de cycle de développement. Et on va pas mal parler de Symfony aussi. Alors, il faut savoir qu'au cœur de Symfony, quand on parle de dépréciation, il y a 2 grands piliers. Il y a le semantic versioning et la backward compatibility promise. Alors, qui d'entre vous ne connaît pas le semantic versioning? C'est juste pour moi, pour savoir mes stats. OK. Et qui ne connaît pas la backward compatibility promise de Symfony? OK, c'est à peu près équivalent, ça marche. Alors, ne vous en faites pas, on va en parler. Le semantic versioning, en gros, ça définit quand une dépendance a le droit de casser du code selon la version. Si on change de version, enfin si on passe d'une version à une autre, le semantic versioning il va vous donner des règles disant ah bah là tu peux casser du code, là tu peux pas casser du code. Mais on va rentrer dans les détails après. Et la backward compatibility promise de Symfony, c'est une promesse qui définit comment les versions mineures continuent d'être compatibles les unes avec les autres. Bon, c'était juste pour vous donner les concepts, on va vraiment rentrer dans les détails et vous comprendrez mieux. Alors, voici un exemple concret. Nous avons la version Symfony 7.3.4, qui je crois est la dernière version à jour. Et dans 7.3.4, il y a 3 chiffres qui ont chacun un rôle précis. Alors, on a X, Y et Z. Si on regarde Z, Z c'est pour le patch, d'accord? Ça veut dire que quand on va augmenter le numéro et récupérer le nouveau code, ce nouveau code va simplement contenir de la correction de bugs, rien d'autre. C'est des bugs qu'on a détectés, on les fixe, et donc voilà, on fait varier ce dernier chiffre. Le Y, c'est pour la version mineure. Quand on augmente par exemple de 7.3 à 7.4, le nouveau code qu'on récupère contient de nouvelles fonctionnalités, mais il n'y a pas de cassage de la compatibilité. Votre code va toujours continuer à fonctionner, selon les règles définies par la backward compatibility promise, bien entendu. Dernier chiffre, X, donc pour la version majeure. Et là, quand on augmente ce chiffre, quand on passe de 7 à 8, eh bien, justement, là, on se réserve le droit de casser la compatibilité. Okay, donc un code qui marche en 7 ne marchera pas nécessairement en 8. Surtout si vous avez oublié ou omis exprès des dépréciations. Donc, dans Symfony, Semantic Versioning est combiné avec la Backward Compatibility Promise. Et celle-ci, elle explique dans quelle mesure, comme je vous le disais, on peut utiliser du code sans qu'il soit cassé d'une version mineure à une autre. Et cette BC Promise, elle est on ne peut plus explicite et c'est trop cool. Sur la slide précédente, je vous ai mis un lien pour aller le voir. Et sur ce lien, on trouve des tableaux qui expliquent plein de choses. Là, on voit que si on utilise les classes de Symfony, eh bien, si on crée une nouvelle instance, on vous promet qu'on cassera rien. Si vous étendez cette classe, on vous promet qu'on cassera rien. Accéder à une propriété publique, etc., etc. En revanche, si vous avez décidé de faire de la magie noire et accéder à une propriété privée via la réflexion, bah là, c'est normal. Il fallait s'y attendre un petit peu. Donc on vous dit, non, potentiellement, on peut la supprimer, on peut faire ce qu'on veut. Donc je vous encourage fortement à lire cette documentation si vous vous servez de Symfony, parce qu'elle est ultra importante. Elle vous explique dans quelle mesure votre code continuera à fonctionner quand vous le mettez à jour. Ok, donc la BC Promise, elle inclut une autre chose, en l'occurrence le Continuous Upgrade Path, le chemin de migration continue. Et ça, c'est la stratégie adoptée par Symfony pour permettre de monter d'une version à une autre en douceur. Vous allez voir, et ça, c'est ce qui fait la force, pour moi, entre autres, de Symfony. En gros, c'est mieux d'avoir un panneau sorti dans 500 mètres que sorti maintenant, sort tout de suite. Et c'est exactement la règle que se donne Symfony. La règle, en gros, c'est rien ne doit changer sans être annoncé au préalable. Vous serez toujours prévenu en avance.
Et alors ce que je vous propose, c'est une petite histoire, je vais me changer en Père Castor, pour illustrer tout ça, une histoire vraie qui a débuté en Symfony 6.1. Et elle illustre, vous allez voir très bien, ces défis de backward compatibility promise et de continuous upgrade path. Donc, on est en Symfony 6.1, tout va bien, je commence à faire mes premières contributions, et je me dis, ah, ça pourrait être cool quand même d'inspecter ce qui se passe quand on sérialise des choses. Donc, introduire le profiling du sérialiseur dans Symfony. Ok? Bonne idée? Ouais, ça a été mergé, donc oui, c'était une bonne idée, visiblement. Et pour faire fonctionner cette feature, j'avais besoin d'inspecter ce qui se passe dans les normaliseurs. Ok? Et je partais du principe que tout le monde faisait ça. C'est-à-dire que quand ils avaient besoin d'un normaliseur, ils injectaient la normaliseur interface, comme recommandé par les grands principes de programmation orientée objet. On injecte toujours l'abstraction la plus haute, bien entendu. Et donc, ça me permettait de créer un traceable normalizer, qui était en fait un normaliseur qui décore votre propre normaliseur, et qui implémente aussi, bien entendu, la normaliseur interface, et en gros, qui allait lancer un chrono avant, exécuter votre normaliseur, stopper le chrono, et stocker un petit peu tout ça. Super malin comme idée. Sauf qu'après la release, problème. Je reçois un message privé de la part de Fabien Potentier et Nicolas Gricas qui me disent « Coucou, tout est cassé ». Je vous jure que personne ne veut recevoir un beau matin ce genre de message privé. Donc là, mon corps a pris beaucoup de degrés, ça c'est sûr. Puis ensuite, il fallait trouver ce qui se passe. Quand on a essayé de comprendre, Nicolas, il m'a alors dit une phrase qui m'est restée. Et il a dit, en français, mais bon, je l'ai mis en anglais parce que mes slides sont en anglais, mais en gros, « It's a jungle out there », c'est la jungle dehors. Et en effet, les développeurs et développeuses, ils utilisent, et ils ont raison, d'utiliser le framework de toutes les manières possibles et imaginables, même les plus inattendues. Donc quand on développe une solution qui est open source, il faut penser à tout. Parce que quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un qui va faire une dinguerie, c'est sûr. C'est obligatoire. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passait? En gros, quand les développeurs voulaient explicitement avoir l'object normalizer, plutôt que d'injecter l'interface et configurer le wiring en disant je veux expressément le service object normalizer, ils faisaient ça. Ils injectaient directement l'object normalizer. Voilà. Ça doit parler à certains d'entre vous dans cette salle, non? J'en suis sûr. Et donc, bien entendu, quand je décidais de remplacer l'object normalizer par le traceable normalizer, boum, problème de typage. Il attend un object normalizer, je lui donne un traceable normalizer. Donc, Symfony 6.1, il est tout cassé. Du coup, il faut réagir vite. Et pour corriger ce problème, on a décidé de créer un feature flag, collect serializer data, et qui était par défaut faux. Ça veut dire que par défaut, toutes les applications, on désactive la fonctionnalité. Comme ça, on est tranquille. En gros, on a mis les problèmes sous le tapis pendant un certain temps. Et ensuite, on a documenté le fait que c'était possible de passer collect serializer data à true si vous respectiez les grands principes de programmation orientée-objet et que vous souhaitiez profiler votre serializer. Donc ceux qui étaient prêts, ils pouvaient déjà, dans leur configuration, passer ce flag à vrai et bénéficier donc du profiling du serializer. On a aussi mis à jour les récipies, qui grosso modo, je vous passe vraiment les détails, mais les récipies, c'est ce qui vous permet d'avoir un jeu de fichiers quand vous créez un nouveau projet, entre autres. Donc c'est vos nouveaux fichiers, framework.yml, bundles.php, ce genre de choses. On a mis à jour les récipies pour que ce flag soit vrai par défaut dans tout le nouveau projet. Comme ça, direct, les nouveaux projets ils partent sur une bonne base. Et ensuite, on a laissé passer du temps, beaucoup de temps. Pour être honnête, je l'ai même oublié. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé. Et ça a eu un effet positif, c'est que ça a permis quand même aux développeurs et développeuses de faire évoluer leur code progressivement. Et en Symfony 7.3, il n'y a pas longtemps, donc, on a déprécié le fait de définir ce flag à faux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les développeurs et développeuses vont être obligés de passer ce flag à faux, et donc que leurs injections vont casser. Obligés de passer ce flag à vrai, et donc que leurs injections vont casser. Et donc, ils vont devoir réparer ces injections pour régler les dépréciations, avant la prochaine version majeure, 8.0. Et ça veut dire que du coup, en 8.0, on est sûr que ce flag est à vrai, sinon ils n'auraient pas pu passer en 8.0. Et donc que toutes les injections sont correctes. Et ça nous autorise, cette fois-ci en 8.1, vu que le flag ne nous sert plus à rien, à le déprécier. Et donc en 9.0, on sera enfin en mesure de supprimer le flag qu'on a déprécié. Et donc on aura enfin les projets et les injections comme ce qu'on attend et comme ce que j'imaginais depuis le début finalement. Et donc c'est cool parce que du coup, aucun projet n'aura été cassé grâce à ce chemin de migration continue. C'est exactement ça, ce fameux chemin de migration continue. On vous prend par la main et on vous accompagne. Alors si on fait un petit calcul,
Oui, j'ai oublié un peu, mais quand même, on se rend compte que le travail d'accompagnement, il va prendre 5 ans et demi pour passer de 6.1 à 9.0. Il faut quand même se rendre compte que quand des fois on décide de changer une fonctionnalité dans Symfony, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais du coup, c'est nécessaire hein, parce qu'il faut que l'utilisation pour les développeurs et développeuses soit le plus smooth possible. Ok, fin de la petite histoire. Alors, il faut savoir, Nicolas, je crois en a déjà parlé, je le rappelle, ça fait pas de mal, que Symfony publie 2 versions mineures par an et une version majeure tous les 2 ans, et que les dates sont connues à l'avance. Ça veut dire qu'on est en mesure d'anticiper et de se préparer à ça. Ok. Et donc, la bonne pratique que je vous donne, ce qu'il faut vraiment retenir dans vos projets, et il faut que vous poussiez vos chefs de projet et vos lead développeurs à faire ça, c'est de corriger les dépréciations dès leur apparition. En gros, moi, ce que j'ai tendance à recommander, c'est dès qu'il y a une nouvelle mineure qui sort, on met à jour notre code, et dans la foulée, on gère les dépréciations. En gros, on vide le tank Carville quand il y a une nouvelle machine qui sort. C'est aussi simple que ça. Et du coup, quand il y aura une prochaine version majeure, eh ben, on n'a plus rien à faire, le code il est déjà prêt. Il est déjà tout beau, tout propre, parce qu'on l'a fait petit à petit. Et donc, si vous gérez les dépréciations continuellement, vous éviterez le chaos quand il y a une nouvelle version majeure. C'est en gros comme payer ses impôts en mensualisé plutôt que d'un coup à la fin, quoi. Le résultat est le même, mais on a beaucoup moins mal. Ok. D'ailleurs, petite question, selon vous, quelle est la différence entre la version 7.4 de Symfony et la version 8.0 de Symfony? Alors ouais, presque aucune, exact. Voilà. Donc la version 8.0 de Symfony, c'est la version 7.4, sauf que Symfony a appliqué ce dont il vous avait prévenu au préalable. Je vais supprimer ce code, je vais renommer cette méthode, je vais faire ci, je vais faire ça. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça, on voit sur la frise chronologique qu'elles sortent en même temps. Hein. C'est vraiment les 2 mêmes versions. Alors, on va rentrer dans la dernière partie de ce talk. Je pense que c'est ma préférée. Elle va appuyer un peu, un peu plus technique, mais c'est cool. Ça va vous achever. En gros, on va inspecter le moteur de Symfony et on va voir comment Symfony est capable de gérer cette backward compatibility promise. Alors, l'objectif, c'est bien entendu pas forcément de devenir contributeur ou contributrice de Symfony, même si je vous encourage fortement, on a besoin de mains fortes, mais c'est plutôt de se faire une idée du fonctionnement de tout ça. Et comme ça, vous allez découvrir des techniques que vous pourrez peut-être même, dans certains cas, assez rares bien entendu, mais ça peut arriver, des techniques qui vous permettront donc effectivement de solutionner des problématiques. Surtout si vous avez plusieurs paquets au sein de votre projet ou de votre entreprise. Alors, la grande difficulté qu'ont les mainteneurs, c'est de faire marcher un ancien code et un nouveau code en même temps. Le tout en proposant un chemin de migration continue. Finalement, no offense, mais on est un peu comme ce cochon. On doit avancer tout doucement, en équilibre entre l'ancien code et le nouveau code. Alors, il faut se rendre compte, moi j'ai regardé un petit peu et je pense que justement ce fait de gérer ancien et nouveau code, en même temps ça représente à peu près un peu plus de 60% de mon travail. C'est vraiment une grosse part du travail que fournissent les mainteneurs pour que justement vous soyez capable de migrer continuellement de A à B. Mais là je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe derrière tout ça. Alors on va voir 3 techniques utilisées par Symfony. Petite précision, ce n'est pas exactement ce que fait Symfony. Il utilise des mécanismes un tout petit peu plus complexes de temps à autre. Là, on va simplifier, mais vous allez avoir l'idée. De toute manière, ces techniques fonctionnent aussi. Donc, imaginez qu'on veuille supprimer un argument d'une méthode. D'accord. Là, en 7.2, on a do something avec foo et bar. Voilà. Et on veut qu'en x.y, on ait juste do something avec foo. OK. Donc, je ne vais pas vous donner x.y tout de suite, ce serait trop facile parce qu'on va voir le nombre d'étapes. Mais voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire marcher le code avec foo et bar, mais tout en préparant voilà, la version future avec juste foo. Voilà, il faut que les deux fonctionnent en même temps, et en plus envoyer un message si on se sert de bar, disant te sers plus de bar, la prochaine majeure, c'est fini. D'accord. Et bien pour ça, ce qu'on va faire en 7.3, on va tout simplement utiliser la technique suivante. On va déjà rendre bar nullable et optionnel. Comme ça, si on ne le passe pas, il n'y a pas de problème. Et ensuite, on va compter le nombre d'arguments fournis grâce à la fonction funcNumArgs. Et du coup, si 2 arguments ont été passés, ça veut dire qu'on a nécessairement bar, eh bien on va lancer une dépréciation disant que donner bar, c'est déprécié, ça va être supprimé en 8.0. Et finalement, bien entendu, on adapte le reste de la méthode pour qu'on ne se serve plus de bar. Ça veut dire qu'en 8.0, eh ben, on va pouvoir appliquer ce qu'on a prévu
supprimer bar et ça ne posera pas de problème parce que tout le monde, si tout le monde a respecté les dépréciations, utilise juste foo. Ok. Deuxième exemple, on s'est trompé, en fait, c'était bien bar, on aimait bien. Donc on veut maintenant passer de 7.3 à foo à foo et bar en x.y. Ok. Et bien pour ça, on va se servir d'un truc un peu bizarre. On va se servir du fait que PHP, il s'en fiche complètement qu'on passe 2 arguments à une fonction qu'on demande qu'un seul. Il s'en fout, juste il ignore. Donc c'est un peu bizarre, hein, mais nous, ça va bien nous servir. Parce que du coup, ça va nous permettre d'utiliser la fonction funcGetArgs pour récupérer tous les arguments passés, même s'ils ne font pas partie de la signature. Et comme ça, voilà, on va être capable de récupérer un deuxième argument s'il a été passé, et d'émettre une dépréciation s'il n'a pas été passé, tout simplement. Et bien sûr, on rajoute la PHP documentation pour aider nos IDE. Et ça veut dire qu'en 8.0, vu qu'on est sûr que tous les appels de la méthode sont faits avec 2 arguments, c'est bon, on peut remettre bar dans la signature. Dernier exemple, disons qu'on veuille changer le type de retour d'une méthode. Ça arrive. Hein. Avant, doSomething, c'était un peu à la manière old school, on renvoyait un tableau, et puis finalement, maintenant, on se rapproche des trucs un peu plus clean, et on veut faire en sorte que ça retourne un value object. Alors vous allez voir que cette fois-ci, c'est un petit peu plus compliqué. Alors pour ça, ça veut dire qu'en 7.4, on va créer une nouvelle méthode doSomethingBis avec le bon type de retour, et ensuite on va déprécier doSomething en faveur de doSomethingBis. Et ensuite on va déplacer la logique de doSomething en doSomethingBis pour que le code soit écrit à un seul endroit, d'accord? Et on appellera doSomethingBis depuis doSomething, et on convertira le tableau, le value object en tableau. Okay. Et ça veut dire qu'en 8.0, vu que tout le monde utilise doSomethingBis uniquement grâce à la dépréciation, on peut supprimer doSomething. Donc là, on a fait la moitié du trajet, on a le bon return type, mais on n'a pas le bon nom. Bon, vous doutez de ce qu'on va faire. En 8.1, on va réintroduire doSomething avec le bon return type cette fois-ci. On va déprécier doSomethingBis en faveur de doSomething. On va redéplacer la logique de doSomethingBis dans doSomething. Et on va appeler doSomething depuis doSomethingBis. Le code, c'est plus parlant que moi qui dis plein de trucs. Je me suis perdu moi-même. Alors, ça veut dire qu'en 9.0, plus personne n'utilisera doSomethingBis, et donc on est capable de supprimer doSomethingBis. Et voilà, sacré travail quand même. Sacré travail, hein, parce que c'est vraiment long. Au final, changer une signature, ça a pris 2 ans et demi, si on respecte bien entendu le cycle de release de Symfony. Donc, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. On ne change pas un return type comme ça parce que c'est plus stylé. Il faut vraiment avoir une bonne raison dans notre contexte. Et des fois, on est un peu bloqué par tout ça. Et il y a des features qu'on se prémunit de faire, malheureusement, parce que c'est trop compliqué. Ok, alors pour conclure, on va résumer un petit peu tout ça. Retenez que les dépréciations, ce ne sont pas vos ennemis, mais c'est plutôt des lettres d'amour envoyées par les mainteneurs pour améliorer votre code, et que votre code utilise un code qui est meilleur aussi. On s'améliore tous ensemble. Et que si on gère assidûment les dépréciations, les mises à jour majeures, ça va devenir facile, sûr, et ça va même devenir un non-lieu. Il y a beaucoup de projets sur lesquels j'interviens où maintenant, en fait, une mise à jour majeure, c'est même pas un événement, quoi. Enfin, on est content, ça fait marketing, mais ça change rien. C'est dans notre cycle de vie et c'est pas le gros Big Bang, quoi. Et ça fait quand même plaisir. Donc pour ça, on utilise les bons outils, on inspecte nos logs, on a des tests automatisés, j'insiste une dernière fois, on a une CI, etc. Et peut-être, dans le futur, on pourra peut-être utiliser PHP Stan. Voilà. Donc, ça, et puis c'est important aussi, du coup, d'intégrer la gestion des dépréciations dans votre cycle de développement. Il faut vraiment que ce soit central, parce que sinon, vous allez fabriquer du legacy, c'est certain. Et finalement, si vous avez, surtout si vous avez plusieurs paquets, vous pouvez vous inspirer des techniques qu'on a vues jusqu'à présent, enfin à la fin, pour faire évoluer votre code de la manière la plus douce possible. Alors voilà, j'ai fini. Il y a 2 QR codes pour donner un feedback. Scannez à gauche si vous avez un avis positif, et à droite pour un avis négatif. Bon voilà, merci beaucoup, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.